Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alex Kreiner, un analyste de marché très perspicace et auteur. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je sais que mes auditeurs sont toujours très heureux quand je vous invite à revenir. Merci beaucoup, Glenn. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Et je suis très reconnaissant que les auditeurs soient réceptifs au message, tout ce que je peux partager. Eh bien, sur le sujet de la communication, je pensais que nous pourrions peut-être commencer par l'Iran, car c'est évidemment la plus grande crise en termes de messages. Comment interprétez-vous la communication de Washington ces derniers temps? Parce que cela va un peu dans tous les sens. D'abord, Marco Rubio a rassuré tout le monde en disant que l'Amérique n'avait rien à voir avec cela. Ensuite, il a semblé que Trump revendiquait la responsabilité, puis les choses ne se sont pas très bien passées. Et maintenant, il affirme à nouveau qu'ils n'y sont pour rien. C'est un peu déroutant. Comment interprétez-vous le rôle et la stratégie de communication de l'Amérique dans cette affaire? Eh bien, jusqu'à présent, je pense que la communication de l'administration Trump est à peu près typique de ce à quoi nous nous sommes habitués. La communication de l'administration Trump. Mais étant donné la gravité des circonstances, dire que c'est consternant est un euphémisme. Il est évident qu'il y a eu une tromperie très élaborée de la part de l'administration Trump. Ma première impression était que Trump lui-même s'était livré à une collusion avec la direction israélienne pour attaquer l'Iran dans le but de changer de régime, de renverser leur direction. C'est ainsi que les choses semblaient au départ. Je ne suis plus tout à fait sûr que ce soit ce qui s'est passé. En fait, la tromperie élaborée a peut-être aussi visé Israël. Donc je pense que nous ne saurons pas avant de savoir. Et je pense que la vérité sur ce qui s'est réellement passé se révélera de différentes manières. La première question est de savoir si les États-Unis vont rejoindre la guerre d'Israël contre l'Iran maintenant. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que le piège était en réalité tendu à Israël. Un autre test sera de voir comment les Russes et les Chinois vont réagir à cela. Vont-ils continuer à considérer Trump comme un partenaire stratégique ou vont-ils l'écarter? Les Russes, à coup sûr, vont rester polis et le ménager. Mais si Trump s'est effectivement allié à Israël pour attaquer l'Iran, alors il se trouve du mauvais côté de l'histoire, à 100%. Dans ce cas, je pense que les Russes et les Chinois vont probablement l'exclure de leurs projets et initiatives de développement stratégique et pourraient simplement le ménager, lui et son administration, pour maintenir la relation à un niveau de politesse comme des parents divorcés. Ils doivent encore se parler, mais ils ne sont pas nécessairement alliés. Donc, je pense que nous verrons bien. La raison pour laquelle je doute de l'apparence des choses, c'est qu'il aurait été tellement terrible de tromper l'Iran de cette manière. Ce n'est pas seulement mauvais pour les relations entre les États-Unis et l'Iran, c'est très mauvais pour les relations des États-Unis avec tous les autres. Et quand je dis « tous les autres », on parle principalement de la Russie et de la Chine. Mais ensuite, vous savez, tout le monde observe cela. Les Indiens, les Iraniens, les Saoudiens, tout le monde le voit. Et vous savez, leur conclusion serait forcément « Mon Dieu, nous ne pouvons absolument pas traiter avec cette administration. Il n'y a rien à négocier. Si nous négocions avec eux, si nous faisons la moindre ouverture constructive, elle sera exploitée et retournée contre nous. » Donc, vous savez, le coût en termes de réputation détruite est tellement exorbitant qu'il m'est très difficile de croire que tout cela s'est réellement produit. Ce qui me pousse à douter, peut-être qu'il s'agit d'un double jeu, d'une tromperie, vous voyez, et peut-être que le piège a été tendu contre Israël
et ses principaux soutiens, c'est-à-dire l'Empire occidental, principalement le système de gouvernance de la City de Londres, et ses satellites, principalement Paris, Wall Street, puis d'autres, des partenaires secondaires. Donc je pense que nous ne le saurons qu'avec le temps. Mais la réponse qu'Israël a reçue de l'Iran a été si efficace, si écrasante et si dévastatrice que la seule façon pour Israël d'espérer inverser la situation serait de recourir au nucléaire. Mais s'ils utilisent le nucléaire, ce sera la fin d'Israël. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'allais dire en termes d'escalade, parce que cela semble moins probable. Bien sûr, il est possible que les Américains contactent les Iraniens en disant « Écoutez, arrêtons simplement cela, vous savez la destruction », et qu'ils instaurent essentiellement un cessez-le-feu. Rien n'est résolu, mais les deux camps s'en sortent avec le nez ensanglanté. C'est une possibilité, mais il semble plus probable maintenant que nous nous dirigions vers une escalade. Il existe bien sûr de nombreux scénarios. Il pourrait s'agir d'une escalade où l'Iran ciblerait les bases militaires des pays qui collaborent avec Israël, principalement les Américains. Mais il est aussi très probable, comme vous l'avez dit, que l'escalade vienne du camp qui est en train de perdre dans le cadre actuel des attaques. L'Iran ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt à attaquer des bases américaines pour l'instant, étant donné que la limitation du conflit entre Israël et l'Iran a placé l'Iran en position de force. Mais puisque Israël et les États-Unis se retrouvent désormais du côté des perdants, humiliés, il semble y avoir deux voies possibles vers une escalade dramatique. La première, comme vous l'avez suggéré, serait qu'Israël envisage l'arme nucléaire, en affirmant qu'il s'agit d'une menace existentielle et qu'il faut éliminer le régime terroriste. On voit déjà le discours se mettre en place pour le justifier. L'autre voie serait que les États-Unis rejoignent la guerre, ce à quoi ils semblent s'être opposés jusqu'à présent. Mais encore une fois, il n'y a rien de cohérent, ils pourraient changer d'avis dans 20 minutes. Comment voyez-vous la situation? Quel est votre point de vue? Wie avez-vous de cette scénario de réponse? Non. Et je pense que même si les États-Unis rejoignent la guerre d'Israël contre l'Iran, je ne vois pas où cela mène, Glenn, parce qu'il y a une limite à ce que les Américains peuvent faire. Vous savez, ils ne peuvent pas mobiliser 3 millions de soldats et les débarquer près de l'Iran pour une invasion. Ils peuvent envoyer leurs destroyers et porte-avions, mais comme nous le savons, il n'y a qu'une quantité limitée de carburant, d'avions, de bombes et de missiles que ces navires peuvent transporter. Une fois qu'ils les ont tirés, c'est fini. Je crois que chaque destroyer transporte environ 100 de ces missiles, surface-surface, et un nombre limité de missiles surface-air. Et une fois qu'ils les ont lancés, c'est fini. Ils doivent retourner au port pour reconstituer leur stock. Leur capacité à faire la guerre contre l'Iran est donc très limitée, alors que nous avons vu comment les Iraniens ont pu riposter contre Israël. Ils ont planifié cela, et ils ont montré qu'ils l'avaient bien préparé et qu'ils étaient capables de l'exécuter efficacement. Maintenant, si j'étais assis au Pentagone à planifier des opérations, je penserais qu'ils ont probablement aussi préparé des plans pour s'occuper de nos actifs navals. Il y a donc de fortes chances que si nous entrons en guerre avec l'Iran, ils coulent nos navires et nos porte-avions. Non seulement cela, mais ils vont probablement anéantir toutes nos bases militaires. Alors, quel est l'avantage? Pour les États-Unis, il n'y a aucun avantage dans cette guerre. C'est pourquoi je suis extrêmement perplexe quant à la conduite de l'administration Trump. Cela m'amène donc à soupçonner qu'il s'agissait d'un piège tendu à l'Empire, et non aux Iraniens. Car c'est tellement incroyablement stupide du début à la fin, qu'on pourrait croire qu'un asile de fous dirige Washington, ou bien que cette tromperie est autre chose que ce qu'elle semble être à première vue,
et en surface. En fait, quelques heures avant l'attaque surprise contre l'Iran, j'étais sur le plateau de l'émission du juge Napolitano et il m'a demandé ce que je pensais de ces mouvements en termes de... Eh bien, on pouvait voir que quelque chose allait se passer. J'ai exprimé mes doutes profonds. J'ai dit, vous savez, c'est tout à fait possible. Mais j'en doutais, parce que cela semblait, comme vous l'avez dit, tellement fou, tellement absurde. Parce que, vous savez, ce qu'ils disent sur l'Iran dans les médias, qu'ils sont faibles, que si le premier missile frappe Téhéran, le peuple, qui est tellement opprimé, se soulèvera et renversera le régime. Je veux dire, toutes ces choses, je me disais, ils ne peuvent pas vraiment penser ça, vous voyez, et ils doivent bien connaître les capacités de missiles des Iraniens. Donc, je partais du principe qu'ils ne pouvaient pas être aussi fous. Mais, je me demande si, vous savez, on cherche souvent d'autres motifs cachés ou quelque chose comme ça, mais il est peut-être possible que personne ne tienne vraiment la barre cette fois-ci, qu'ils agissent presque par impulsion. Il ne semble pas y avoir beaucoup de raisons derrière tout ça. Mais s'il y en a une, qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu l'as mentionné, il se pourrait qu'ils conspirent contre l'Empire. À quoi penses-tu? Oui, je pense. Écoutez, je pense qu'il est très important de toujours garder à l'esprit le contexte global. Et vous savez, comme George Soros nous l'a dit, c'est un affrontement entre deux systèmes de gouvernance, les sociétés ouvertes contre les sociétés fermées. Et Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN, a dit que c'était entre les démocraties et les autocraties. Donc vous savez, c'est très important comme constante, parce que c'est effectivement vrai. C'est un conflit entre le système de gouvernance oligarchique occidental, qui depuis des siècles a donné naissance au colonialisme, à l'impérialisme, à la conquête étrangère et aux guerres permanentes. Et puis, il y a le reste de l'humanité, qui souhaite peut-être une paix et une prospérité durable, ainsi que de bonnes relations entre les nations. Ainsi, vous savez, cette approche impérialiste de la gouvernance mondiale a été dirigée tout récemment depuis la City de Londres. Bien que, si l'on remonte dans le temps, l'Empire français, l'Empire espagnol, l'Empire néerlandais, l'Empire romain, ils ont tous à peu près utilisé le même modèle de gouvernance. Et ce modèle consiste à imposer sa propre hégémonie et à s'assurer que tous les régimes contrôlant les ressources que vous souhaitez dominer soient vos vassaux. Donc, si vous abordez le conflit selon cette logique, vous réalisez d'abord que le conflit en Ukraine et le conflit en Iran sont en réalité le même conflit, essentiellement deux théâtres de guerre différents, mais le même conflit. Et puis vous comprenez que tout le discours sur les armes nucléaires, l'Iran comme sponsor du terrorisme, la nécessité de la paix dans la région, tout cela n'est que de faux prétextes pour la guerre. Et que, pour que l'Empire occidental puisse contrôler cette région, il lui faut un changement de régime en Iran. Donc il ne suffit pas que les Iraniens disent « D'accord, nous arrêterons complètement notre programme nucléaire. Nous nous engageons à ne pas avoir la bombe nucléaire, car ils l'ont déjà proposé. » Et puis les Iraniens ont également proposé « Pourquoi ne pas faire de toute la région une zone exempte d'armes nucléaires ?» Donc si la paix était l'objectif, tout le monde en Occident, y compris les États-Unis et Israël, aurait dû dire « Eh bien, c'est fantastique. Travaillons là-dessus, que tout le monde se débarrasse des armes nucléaires et s'engage à ne pas s'attaquer les uns les autres. C'est assez facile à accomplir. Et alors, il y aurait la paix dans la région. Mais si tel était l'objectif, cela aurait été réglé depuis très longtemps. Mais ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est le changement de régime en Iran, car ce n'est qu'alors que vous contrôlez toute la région, que vous avez l'hégémonie, et que vous contrôlez également les ressources de la région.
and then you control the region's resources as well. And so that's the objective of the game. Et donc, c'est l'objectif du jeu. Les États-Unis sont utilisés comme la force militaire d'application de l'Empire, à leurs propres frais. On constate que l'économie américaine a été épuisée, que son armée a été gravement affaiblie, et que le pays a mis à mal sa réputation et sa crédibilité dans le monde entier pour parvenir à cela. Ainsi, les conséquences négatives pour les États-Unis ont été énormes et extrêmement coûteuses, tandis que les avantages, les bénéfices, reviennent principalement aux intérêts bancaires de Londres, Paris et Wall Street. Nous avons eu un exemple concret. En décembre 2024, la Syrie est tombée. Il y a un changement de régime en Syrie. Presque. Enfin oui. Le mois suivant, non. En février 2025, le nouveau gouvernement syrien accorde un contrat de 250 millions de dollars pour la gestion des ports syriens à un conglomérat français, CMA-CGM, n'est-ce pas? Et CMA-CGM s'engage immédiatement à investir 30 millions de dollars dans la modernisation des ports syriens. On voit donc déjà les intérêts coloniaux qui s'installent. Mais ils n'ont pas engagé une entreprise américaine. Ils ont choisi une entreprise française. Ce qui montre que les intérêts financiers ultimes sont, vous savez, les Américains se comportent comme un géant maladroit, remportant les guerres, comme on dit, mais perdant la paix. Et puis, ils ressentent cette frustration à propos de la construction nationale parce qu'ils disent « on intervient toujours, on renverse les régimes, on détruit des nations, mais ensuite il n'y a pas de suivi politique. On ne construit rien. On finit juste par se retirer et laisser un chaos derrière nous. » Eh bien, c'est presque intentionnel, car ce sont toujours ces intérêts européens, britanniques, français et autres qui, si vous faites attention, essaient vraiment très activement de récupérer pleinement leurs intérêts coloniaux, comme c'était le cas au XIXe siècle. Et donc, je serais très surpris que les gens au gouvernement des États-Unis ne soient pas au courant de cela. Et s'ils en sont conscients, on ne peut être que d'un seul côté sur cette question. You can only be on one side of this issue. You cannot, you cannot be a little bit pregnant. On ne peut pas être un peu enceinte. Soit on est avec eux, soit on ne l'est pas. Et donc, si on n'est pas avec eux, il n'y a absolument aucune logique à soutenir Israël. Car Israël n'est rien d'autre qu'un projet colonial de peuplement visant à contrôler et à défendre l'hégémonie des intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Et maintenant, si cela n'était pas clair jusqu'à présent, cela devrait l'être de façon évidente. Donc que les États-Unis s'associent et disent « D'accord, nous allons défendre ce projet impérial à nos frais, au prix de notre armée, de nos soldats, de notre trésor, pour que les Français, les Britanniques et d'autres multinationales puissent contrôler les ressources et les économies de cette région. » C'est tout simplement insensé. That's just completely insane. Et encore une fois, vous savez, soit quelqu'un doit être incroyablement stupide, aveugle et idiot pour poursuivre cela, soit il s'agit d'une sorte de tromperie élaborée visant les intérêts impériaux. Mais nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas vu comment les choses évoluent. Encore une fois, vous savez, si les États-Unis rejoignent la guerre d'Israël contre l'Iran, alors j'ai bien peur que ce soit le camp des idiots qui l'emporte. S'ils évitent cette guerre et continuent de collaborer avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs régionaux d'une manière constructive, alors je pense que c'était un piège tendu à Israël et à ses soutiens. Eh bien, il me semble qu'Israël n'a pas hésité à faire savoir clairement qu'il voulait ou avait besoin de la participation des États-Unis s'ils devaient attaquer l'Iran. Et maintenant qu'ils ont attaqué et que les choses tournent mal, ils poussent très ouvertement les États-Unis à se joindre à eux. C'est pourquoi il est intéressant de noter que, jusqu'à présent, les États-Unis ne l'ont pas fait, étant donné que cela entraînerait une catastrophe. Mais encore une fois, cela pourrait changer.
Il est intéressant de voir comment les guerres doivent être résolues, car l'idée est de soutenir et d'aider Israël. Eh bien, dans sa jeunesse, il y a plusieurs années, Joe Biden a prononcé un discours au Sénat où il a fait remarquer que s'il n'y avait pas Israël, il faudrait en créer un, car c'est le moyen pour l'Amérique de projeter sa puissance dans la région. On peut maintenant soutenir que depuis, cela est devenu davantage un fardeau. Mais j'ai vu que certaines puissances européennes continuent de tenir ce discours. Je crois que les Allemands disaient, à propos de cette attaque contre l'Iran, qu'Israël a le droit de se défendre, ce qui est un commentaire très étrange quand on soutient une guerre d'agression qui est une attaque surprise en plein milieu de négociations. Donc là, on va vraiment très loin. Mais je pense que tu as aussi raison sur le changement de régime, parce que Trump s'est également vu demander s'il allait appeler à une réduction des tensions. Et il a répondu qu'il ne fallait pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais c'est, comme tu l'as dit, un argument très absurde, car l'Iran a déjà déclaré ne pas vouloir ni avoir besoin d'armes nucléaires. Et s'il y avait une négociation, un accord, pour permettre des inspections intrusives, afin de garantir qu'ils n'acquièrent pas d'armes nucléaires, cela pourrait se faire. Mais le problème que nous voyons souvent vient de l'autre côté, c'est-à-dire des Américains. Je relie cela à d'autres choses. Ils disent oui, nous voulons un accord nucléaire, mais nous devons aussi imposer des limites aux missiles balistiques iraniens. L'Iran doit rompre avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tous ceux qui font partie de la résistance. Et bien sûr, la nouvelle exigence extrême est que l'Iran n'ait même pas le droit à un programme nucléaire civil. Israël peut avoir des armes nucléaires, mais l'Iran ne peut même pas avoir l'énergie nucléaire civile. Regrouper tout cela sous le slogan « l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire » semble très trompeur. Mais c'est pourtant ce qu'on vend encore à la population. Même en Europe, c'est devenu un slogan. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Mais ce n'est pas vraiment le... Oui, exactement. Ce n'est pas la raison de la guerre. Car si c'était la raison de la guerre, il n'y aurait pas de guerre. Il serait facile pour les Iraniens de dire « Nous n'avons pas besoin d'une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Et si vous nous aidez à faire de cette région une zone sans nucléaire, c'est terminé. Voilà tout. » L'objectif est évidemment un changement de régime en Iran, car c'est la seule façon pour les puissances occidentales de préserver leur hégémonie dans la région et de la sécuriser à long terme. Voilà donc leur objectif. Et d'ailleurs, puisque tu as mentionné l'Allemagne, apparemment, un avion allemand au-dessus de la Syrie a accidentellement allumé son transpondeur pendant quelques minutes avant de l'éteindre. Mais maintenant, on sait que l'Allemagne a rejoint la guerre pour aider. Je crois que c'était un avion ravitailleur. Donc, on sait désormais que l'Allemagne est active là-bas, défendant Israël. Je trouve aussi assez amusant que personne ne mentionne jamais que l'Iran pourrait aussi avoir le droit de se défendre. Il semble que seul Israël ait ce droit. C'est vraiment étrange. Mais au-delà de ce que nous voyons actuellement, cela aura évidemment des conséquences à long terme. Le Pakistan a déclaré que si Israël ou les puissances occidentales utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, il entrerait en guerre et lancerait un missile nucléaire sur Israël. L'impact de ce conflit aura des conséquences à long terme pour la Jordanie, l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite, et il se fera fortement sentir en Syrie. La situation pourrait facilement devenir incontrôlable. Donc, vous savez, nous sommes confrontés à une crise qui ne sera pas résolue de sitôt. Et sincèrement, je ne vois pas comment les puissances occidentales pourraient inverser leur perte d'influence et d'hégémonie sur la région. Je pense que tout se retourne désormais contre elles. Et n'oublions pas que l'Iran bénéficie également du soutien total de la Russie et de la Chine dans ce conflit.
Oui, j'ai cru voir un vol militaire chinois réapprovisionner quelque chose en Iran. Eh bien, ils ont éteint les transpondeurs en s'approchant de l'Iran. Mais il se passe quelque chose là-bas, je pense. Mais cela me fait aussi réfléchir aux implications plus larges d'une attaque contre l'Iran, puisque l'Iran joue un rôle très clé dans ce nouveau modèle eurasien en développement. Une configuration qui se met en place où il est un nœud très central entre l'Est et l'Ouest de l'Eurasie, mais aussi le nœud central dans l'axe Nord-Sud, en particulier le corridor international de transport Nord-Sud, la route Russie-Iran descendant vers l'Inde. Mais aussi, en général en Eurasie, l'attention se porte généralement sur la Russie et la Chine. Mais l'Iran s'est de plus en plus investi dans cette nouvelle constellation eurasienne. Donc, je pense effectivement que cela est, dans une certaine mesure, perçu comme une attaque contre ce modèle eurasien multipolaire émergent, en éliminant une pièce maîtresse. Mais dans quelle mesure penses-tu que, au-delà de l'envoi d'armes, les Russes et les Chinois s'impliqueront de manière plus directe? Je doute fort que les Russes et les Chinois envoient des troupes, par exemple. Mais ils fourniront probablement un soutien technique important, des systèmes de défense aérienne, par exemple. Probablement pas de système sol-sol, car cela ferait d'eux des belligérants. Si l'on retrouvait des fragments de missiles russes ou chinois sur le sol où se trouvaient auparavant des bases militaires américaines, ce serait très problématique. Et je ne pense pas que les Iraniens aient besoin de ce type d'aide non plus. Mais il y aura probablement, vous savez, du partage de renseignements, de la surveillance, une couverture aérienne, des défenses aériennes. Dans ce sens, je pense que les Russes ont déjà des équipes sur le terrain pour aider à gérer les radars et les systèmes de défense aérienne. Quant aux Chinois, je ne suis pas sûr. Mais on a vu qu'ils ont vendu certains systèmes d'armes, y compris des avions, à l'Égypte. Cela pourrait donc faire partie du paquet. Ils pourraient leur fournir des avions pour contrer les appareils israéliens pénétrant dans l'espace aérien iranien. Mais au-delà de cela, je ne suis pas exactement sûr de la nature du soutien. Il est important de noter que la Chine, tout comme la Russie, ont désormais pratiquement désigné l'Iran comme l'ancre de la nouvelle architecture de sécurité pour cette région et pour le continent eurasien en général. Ainsi, défendre le gouvernement iranien est désormais une priorité très élevée pour la Russie, comme pour la Chine. Et donc, ils vont... Vous savez, nous avons des informations selon lesquelles la nuit dernière, Vladimir Poutine a appelé Donald Trump. Selon Donald Trump, l'appel a été très amical. Poutine a félicité Trump pour son anniversaire et pour le 250e anniversaire des forces armées américaines. Et tout cela. C'est très sympathique. Mais je pense qu'il y avait probablement aussi un avertissement dans cet appel de ne pas s'impliquer et que la Russie apportera sans doute un soutien important aux Iraniens. Donc de ne pas rêver qu'ils peuvent aller tenter de renverser militairement l'Iran. Probablement un appel pour dissuader Trump de rejoindre la guerre du côté d'Israël. Ou alors, et je dois le dire, un appel pour échanger des informations et coordonner les actions, car je pense toujours qu'il est possible que Trump manipule les Israéliens. Je trouve cela plausible. C'est pourtant extraordinaire pour moi de voir à quel point les Israéliens ont mal joué leurs cartes, notamment avec les Russes. Les Russes et les Israéliens avaient autrefois une sorte de lien particulier, non seulement parce que les Soviétiques ont libéré Auschwitz, et bien sûr parce que tant de personnes de l'Union soviétique ont émigré en Israël. Mais il y a toujours eu, même lorsqu'ils se trouvaient dans des camps opposés lors d'un conflit, ce respect mutuel et cette considération pour les intérêts de l'autre. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais à une conférence avec un ancien professeur.
Le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, parlait aussi récemment de la façon dont, enfants, ils avaient tous appris quelques phrases en russe, et à quel point c'était spécial que la Russie ait toujours été un acteur clé pour les Israéliens. Mais après la contribution d'Israël à la guerre par procuration en Ukraine, cette relation est désormais pratiquement morte. La Russie ne ressent plus le besoin de se limiter dans son partenariat avec l'Iran. Elle ne veut pas s'aliéner les Saoudiens et les États du Golfe. Cela reste une contrainte. Mais les Israéliens ne semblent plus vraiment s'en soucier. Je pense que les Russes en ont assez de la façon dont Israël a commencé à ignorer leurs intérêts. C'est extraordinaire. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que les Russes se rapprocheraient autant de l'Iran contre Israël, j'aurais eu du mal à le croire. Oui, exactement. Je suis d'accord, Glenn. Cela aurait semblé impensable il y a quelques années. Mais je dois mentionner autre chose ici, car j'ai quelques amis en Israël qui ne font pas partie de cela. Mais il semble qu'Israël, depuis l'époque de la pandémie de Covid, soit dans un état de psychose de formation de masse qui a été délibérément alimenté. Je pense qu'il y a une sorte de folie qui s'est emparée du pays. C'est difficile à expliquer, mais il y a environ 1 an, j'en ai discuté avec un ami à moi qui est un musulman pratiquant et qui étudie l'eschatologie juive, musulmane et chrétienne. Et il m'a expliqué quelque chose qui m'a vraiment surpris. Vous savez, ça semblait presque surréaliste. Mais avec le temps, il semble que ce soit tout à fait réel. Pour une partie de la société israélienne, en particulier le groupe religieux, certaines de leurs actions sont motivées par l'exigence messianique de la rédemption d'Israël. D'accord, donc pour expliquer, les Juifs, déjà pendant la captivité babylonienne, avaient reçu la promesse qu'il y aurait un Messie qui viendrait pour les Juifs, n'est-ce pas? Désolé, pas revenir, venir. Un Messie viendrait pour les Juifs. Mais avant que le Messie ne puisse venir, Israël, la collectivité juive, doit être racheté de ses péchés et de son mal. Et pour qu'ils soient rachetés de leurs péchés, ils doivent être punis. D'accord? Fondamentalement, la punition est censée prendre la forme du monde entier se retournant contre Israël et les Juifs. Et pour que cela se produise, ils doivent commettre des actes répréhensibles, si flagrants que cela devienne absolument évident pour tout le monde, afin que le monde entier se retourne contre Israël. Alors la punition viendrait, et ce serait très clair. L'image ressemble à ce qui se passe actuellement dans des endroits comme Tel Aviv et Haïfa. Et je me suis dit, bon, vous savez, je suis sûr qu'il y a des fanatiques qui pensent réellement cela. Mais enfin, soyons sérieux. Mais il s'avère en fait qu'il y a un rabbin très influent. Il s'appelle quelque chose comme Schneerson, qui est très proche de Benjamin Netanyahou. Et apparemment, Benjamin Netanyahou informe de temps en temps le rabbin Schneerson. Où en sommes-nous? Progressons-nous vers cette rédemption d'Israël? Le rabbin Schneerson a en fait déclaré que Benjamin Netanyahou serait le dernier dirigeant d'Israël avant le retour du Messie. Il est très influent dans les cercles religieux en Israël, et il a dit que Benjamin Netanyahou serait le dernier dirigeant avant le retour du Messie, et que la date à laquelle la rédemption doit être accomplie est une date précise, quelque chose comme le 2 septembre 2027. Je ne suis pas sûr que ce soit le 2 septembre, mais c'est une date précise, en 2027. Donc d'ici là, la rédemption d'Israël doit être accomplie, ce qui signifie qu'ils doivent recevoir une punition très sévère de la part du reste du monde. Et il semble qu'il existe un segment très influent de juifs religieux en Israël qui croient réellement à cela, et qui font pression et poussent le gouvernement ainsi que l'armée israélienne pour s'assurer que ces choses se produisent.
Donc, pour une partie d'entre eux, c'est réel. Ce qui signifie que toute la réflexion rationnelle que vous ou moi, ou les Russes, ou l'administration Trump, ou les militaires peuvent avoir, vous savez, on pense aux avantages et aux inconvénients, à ce que l'on veut accomplir, aux bénéfices potentiels, aux risques potentiels, et ensuite on décide que telle ou telle action n'est pas raisonnable, qu'elle est trop risquée, trop destructrice. Eh bien, pour ce groupe, tant mieux, justement, car plus les perspectives sont mauvaises, plus ils veulent aller dans cette direction. Et il semble qu'ils aient vraiment la main sur l'embrayage de la conduite collective d'Israël. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec un journaliste israélien, Gideon Levy. Il est assez connu en Israël, mais aussi très critique envers le gouvernement Netanyahou et d'ailleurs envers leurs actions militaires à Gaza. Pourtant, il expliquait les choses différemment. J'ai pensé à lui quand vous avez évoqué la psychose collective, car c'est plus ou moins la direction qu'il prenait aussi. Il disait que plus le monde critique Israël, plus les Israéliens sont convaincus que cela confirme que le monde entier est contre eux. Et cela ne fait que renforcer la nécessité de prendre des mesures audacieuses et de ne montrer aucune empathie, aucune pitié lorsqu'ils poursuivent leurs objectifs. Cela devient donc un étrange cercle vicieux, où les conséquences de leurs actes alimentent des actions encore plus agressives. Je ne me souviens plus s'il a utilisé le terme « psychose collective », mais la façon dont il l'a décrit y ressemblait vraiment. Je pense que mon point est que la raison elle-même a quitté une grande partie de la prise de décision. Mais en l'absence de raison, nous supposons aussi, du côté des États-Unis, qu'ils calculent comment ils peuvent poursuivre ou non ce conflit. Bien sûr, nous connaissons tout le lobby israélien et tout cela, mais pour Trump lui-même, ce n'est pas un cas isolé. Comme vous l'avez mentionné, ils ont d'autres choses en cours. Ils ont des émeutes et des manifestations chez eux. Ils mènent une guerre économique contre la Russie et la Chine. Ils mènent une guerre par procuration en Ukraine contre les Russes. Il n'a pas tant de marge de manœuvre que ça, nécessairement, s'il fait le mauvais choix. La classe politique, le public, beaucoup de gens peuvent se retourner contre lui. Et je ne sais pas comment vous voyez le rôle de Trump dans tout cela. Si l'on suppose qu'il veut aider Israël à détruire l'Iran, de quelle marge de manœuvre dispose-t-il réellement? Oui, je pense qu'il a très peu de marge de manœuvre. Vous savez, parce que dans la société américaine, même si l'opposition à Israël grandit aujourd'hui, et je pense qu'elle est désormais assez répandue et vigoureuse, je crois toujours que les personnes au cœur de l'administration, tous les anciens de la guerre froide qui travaillent à la NSA, à la CIA, au Pentagone et surtout au Congrès américain, restent très attachés à Israël. Ils s'accrochent encore à cet attachement sentimental, considérant Israël comme une bonne chose. Et puis bien sûr, cet attachement sentimental est toujours récompensé par quelques contributions de donateurs. Donc tout cela est très solidement enraciné. Et vous savez, comme de nombreux observateurs l'ont dit, Benjamin Netanyahou a aujourd'hui plus de contrôle sur le Congrès américain que Donald Trump. Alors que faire? Je pense qu'il faut soit recourir à une forme de tromperie très habile pour, disons, s'opposer à cela en réalité et éviter de se retrouver empêtré dans cette guerre. N'oublions pas que la Perse a traditionnellement été le cimetière des empires et tous ceux qui ont essayé d'abattre cette vieille civilisation ont fini par perdre leur empire. Voilà donc le revers de la médaille. Je ne vois pas vraiment d'avantage. Sinon, s'il ne se livre pas à une sorte de ruse sophistiquée, il devra suivre le mouvement, et alors il devra assumer cette guerre. S'il décide de défendre Israël, il assumera pleinement cette guerre, ainsi que les conséquences de cette guerre, qui seront dévastatrices pour les États-Unis. Au final,
il pourrait être amené à lancer des missiles nucléaires sur l'Iran, ce qui aurait probablement des conséquences similaires à Hiroshima et Nagasaki, probablement multipliées par 100, ce qui signifie que le pays serait dévasté, mais que ce ne serait pas la fin. Ce serait la fin de l'Empire occidental et des États-Unis dans ce cas. Et je pense qu'en fin de compte, le prix politique que l'administration Trump devra payer sera essentiellement la destruction de sa présidence. Il n'aura pas d'autre choix que de devenir en quelque sorte le pantin de ces intérêts financiers occidentaux qui complotent pour défendre leur hégémonie sur le Moyen-Orient. Je pense que c'est un choix vraiment déplorable. Il y a si peu d'avantages pour les États-Unis dans cette situation, et tellement d'inconvénients. Je pense que c'est suffisamment évident pour que j'ai beaucoup de mal à croire que ce que nous voyons se produire est réellement ce qui se passe. Je pense que nous n'en aurons la certitude qu'avec le temps. Oui. Eh bien, je suppose que c'est là mon point de vue. Les pays en déclin ou confrontés à une menace existentielle prennent de grands risques et agissent souvent de manière irrationnelle. Mais ensuite, nous regardons vers Israël. Les États-Unis, en tant que soutien, se trouvent également dans une position historiquement très difficile. Ce n'est pas facile à gérer pour Trump. Il est le président d'un empire en déclin. Gérer le déclin de l'Amérique n'est pas un poste idéal. Et bien sûr, je pense qu'il est sorti très confiant après cette élection. Il était l'outsider ultime. Donc il y avait probablement beaucoup d'optimisme quant à sa capacité à réaliser beaucoup de ses ambitions, c'est-à-dire renégocier ou réorganiser l'économie mondiale en faveur de l'Amérique, rallier les Russes, les opposer aux Chinois, mettre fin à toutes ces guerres sans fin. Il semblait avoir un plan, mais encore une fois, il doit être difficile de gérer ce déclin de l'Empire. J'ai donc pensé qu'il essayait de réinventer l'Empire, c'est-à-dire obtenir un rendement élevé sur les investissements, s'assurer que les alliés payent. Mais encore une fois, je pense que les plans sont insuffisants. La mise en œuvre a été catastrophique et tant d'erreurs ont été commises. Ce qui m'inquiète, c'est que presque dans cet esprit américain, ils cherchent ce dernier affrontement final, pour tout renverser comme dans un scénario hollywoodien, presque. Mais il semble que c'est la direction qu'ils prennent. Je me demande juste, je suppose que c'est ma dernière question, si nous continuons sur cette voie, avec ce que nous voyons actuellement entre Israël et l'Iran, où pensez-vous que cela va mener? Je pense qu'en fin de compte, cela finira comme tous les empires dans l'histoire. Finalement, le coût de maintien d'un empire finit par écraser l'empire lui-même. Parce que dans ces relations impériales, c'est toujours un segment très étroit de la société qui en profite. Ce qui, dans la version actuelle, correspondrait aux banques d'importance systémique mondiale et aux grandes multinationales. Eh bien, tous les autres paient l'addition. Car toutes ces centaines de bases militaires à travers le monde et tous ces groupes aéronavals qui patrouillent partout, ils ne se financent pas tout seuls. Ce sont les contribuables américains et les entreprises américaines légitimes qui doivent soutenir cela par leurs impôts, n'est-ce pas? Et donc, si vous continuez à entretenir l'Empire, si vous continuez à jouer les gendarmes du monde contre l'indépendance, la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'Empire, vous allez détruire votre base économique, votre base militaire, votre base diplomatique. Donc cela va mal se passer. Et je pense qu'à ce stade, cela pourrait mal tourner très rapidement et de façon très spectaculaire. Parce que, vous savez, n'oublions pas que le système financier occidental, et c'est en partie la raison pour laquelle l'Occident agit de manière aussi agressive, le système financier occidental est dans un état catastrophique. Il l'était déjà, si l'on remonte d'environ un an, en 2024, Jamie Dimon a écrit une lettre aux actionnaires de JP Morgan
dans laquelle il les avertissait que les déséquilibres présents dans le système sont absolument sans précédent et que la crise, une fois la digue rompue, sera d'une ampleur catastrophique. Rien de tout cela ne s'est encore produit. Mais après une année supplémentaire de guerre, après une année supplémentaire de soutien au projet Ukraine, les guerres au Moyen-Orient, et alors que nous avançons sur une glace de plus en plus fine, je pense que lorsque les retombées surviendront, elles vont nous prendre par surprise. Et il est probable qu'elles entraîneront une crise qui, par son ampleur, ressemblera probablement à l'effondrement de la République de Weimar en Allemagne il y a une centaine d'années. Je pense donc que cela est désormais plus proche de nous que nous ne le pensons. Et pour les États-Unis sont le seul pays qui dispose d'une certaine marge de manœuvre. Ils pourraient traverser la crise sans trop de difficultés, en sortir de l'autre côté, se réindustrialiser, changer la base financière, modifier le système monétaire, adopter un dollar à double circulation. Comme les Chinois, vous savez, ils ont le renminbi pour la circulation et le commerce interne. Et puis ils ont un autre type de devise pour le commerce extérieur, ce qui aide la Chine à se protéger des chocs extérieurs. Donc, c'est une option pour les États-Unis. Réduire l'empire, rentrer au pays, investir, allouer du capital aux petites et moyennes entreprises, entretenir des relations bilatérales constructives avec des pays comme la Chine et la Russie, rejoindre le processus d'intégration multipolaire, les BRICS, et abandonner les absurdités de la construction impériale. Si l'on revient à 2016 et avant, et que l'on regarde la position de Trump concernant le rôle de l'Amérique dans le monde, on voit qu'il est très cohérent sur cette ligne. Alors, que s'est-il passé maintenant? A-t-il été compromis? A-t-il perdu la tête? A-t-il abandonné et décidé « Bon, je ne peux pas battre l'Empire. Peut-être que je vais simplement les rejoindre à nouveau ?» Il est trop tôt pour le dire, mais je pense que nous le découvrirons dans les prochains mois. Je pense que la crise est inévitable et je pense qu'elle prendra la forme d'une forte inflation. Mais une forte inflation coulera la Grande-Bretagne et l'Europe avant de couler les États-Unis. Et je pense que les États-Unis seront probablement capables de s'en sortir. Et après une période de crise qui est inévitable, les États-Unis redeviendront une puissance régionale forte sur le plan politique et une très grande puissance économique commerçant avec le reste du monde. Je pense que l'Europe se dirige vers un avenir qui ressemble probablement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Je pense que des jours sombres s'annoncent. Et tant que nous ne nous serons pas débarrassés de cette matrice de contrôle que sont l'Union européenne, l'OTAN et la Banque centrale européenne, et que nous ne reviendrons pas à la gestion de pays souverains individuels, les jours resteront sombres. Mais encore une fois, dès que nous nous débarrasserons de l'OTAN, de la BCE et de l'Union européenne, il y a une alternative. Vous savez, il y a maintenant l'option orientale. Nous pouvons nous rapprocher des Russes, des Chinois, rejoindre l'intégration multipolaire. Vous savez, Vladimir Poutine, dès 2007, parlait déjà d'intégration mondiale de Lisbonne à Vladivostok, ce qui signifie pourquoi ne pas tous commercer ensemble, coopérer ensemble, au bénéfice de tous. Et cela reste une option pour tout le monde. Eh bien, dans ce discours de 2007 de Poutine à Munich, qui a été fortement condamné en Occident, il a également fait un commentaire intéressant, disant que cet ordre mondial unipolaire, c'est-à-dire qu'un seul centre décide de tout, n'était pas seulement intolérable pour la Russie, mais il a aussi souligné que pour l'Empire lui-même, cela serait très destructeur, car il commencerait à s'épuiser. Il commencerait à corrompre ses propres institutions. Donc, à mon avis, c'était assez juste si l'on regarde ce qui s'est passé.
mais aussi les prédictions d'autres universitaires depuis les années 1090 étaient que si les États-Unis poursuivaient cette stratégie, l'Empire mondial comme format du nouvel ordre mondial, ils épuiseraient leurs ressources et le reste du monde s'équilibrerait face à eux. Il semble donc que le remède à cela, la façon d'y remédier, serait, encore une fois, comme vous l'avez dit, de faire un pas en arrière. Ne sacrifiez pas la République pour sauver l'Empire. Et en se repliant, ils pourraient, je suppose, retrouver une partie de leur force économique. En même temps, le reste des grandes puissances ne s'équilibrerait pas collectivement contre les États-Unis. Si les États-Unis traversent maintenant une grave crise économique, ils vont se retrouver dans un environnement extérieur très difficile. Ils ont pratiquement déclaré leur intention d'essayer de détruire l'économie chinoise. Ils mènent une guerre par procuration contre la Russie, maintenant contre l'Iran. Cela pourrait devenir une tempête parfaite pour eux. C'est étrange pour moi de voir que d'autres choix ne sont pas faits. Et je dois être honnête, j'étais assez optimiste lorsque Trump est arrivé au pouvoir parce que, par son discours, il laissait entendre plus ou moins que c'est ce qu'il fallait faire. Car la voie actuelle n'était pas tenable. Mais comme vous l'avez dit, il semble être rattrapé par le statu quo. Oui, je pense qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. C'est très difficile à dire. Mais vous savez, le côté positif dans l'effondrement de votre système chez vous, comme c'est le cas, c'est que vous allez pouvoir éliminer beaucoup de ces intérêts établis qui défendent actuellement le statu quo. Et ce n'est pas comme s'il y avait un choix entre cela. Vous pouvez soit avoir un effondrement plus tôt et essayer de le gérer, soit vous aurez un effondrement plus tard. De toute façon, il y aura un effondrement, car les germes de la destruction de ce système sont présents dès le départ. Avec le fonctionnement du système monétaire, les crises sont presque toujours présentes, soit de façon aiguë, soit de façon chronique. Les systèmes financiers occidentaux traversent généralement un cycle économique d'expansion où tout le monde a l'impression que tout va bien, que l'économie se porte bien et que chacun se sent un peu prospère. Mais probablement, plus de la moitié du temps, ils sont en crise. Et puis vous savez, chaque fois qu'on résout une crise, les risques extrêmes subsistent. Vous savez, la crise financière mondiale de 2008 ne s'est jamais vraiment résolue. Ils ont en quelque sorte balayé les problèmes sous le tapis et ont continué avec une nouvelle expansion du crédit. Mais l'expansion du crédit, c'est quelque chose qui vous achète une prospérité temporaire. Mais à un moment donné, le crédit, de l'autre côté, c'est de la dette. Il faut rembourser les dettes, n'est-ce pas, avec des intérêts, ce qui signifie qu'une énorme quantité de liquidités va sortir du système, provoquant son blocage et son ralentissement. Et alors, la seule façon pour les pouvoirs en place, les banques centrales et ceux qui les contrôlent, d'écarter la crise, c'est d'inonder le système de liquidité, n'est-ce pas? Eh bien, on peut faire cela presque indéfiniment. Sauf qu'à terme, on va se retrouver avec des niveaux d'inflation très élevés et on va finir par détruire la monnaie elle-même. Donc, la destruction du dollar américain est pratiquement inévitable. C'est inéluctable. Et je pense que c'est une chose dont je suis certain. Trump et les personnes qui l'entourent en sont très conscients. Ils savent que le dollar est en train de chuter. Soit cela se produira plus progressivement dans un avenir plus lointain, soit cela arrivera plus tôt. Et alors, peut-être, si vous orchestrez un effondrement économique plus tôt, vous pourriez vouloir le faire si vous avez un plan pour la succession, pour ce qui vient après. Vous savez, Trump a parlé de changer la base monétaire, le système monétaire. Il a évoqué l'introduction d'un fonds souverain pour les États-Unis. Je pense qu'un grand nombre de ces initiatives sont en réalité ce qui a poussé l'autre camp, George Soros, et ce genre d'oligarques agissant dans l'ombre,
a orchestré même ce jour sans roi. Toute cette obsession autour du sans roi est d'ailleurs un autre sujet sur lequel on pourrait écrire un livre. Mais il est clair qu'ils essaient de couper les ailes de Trump, de le neutraliser, de bloquer bon nombre des réformes qu'il a prévues et dont il a parlé, et certaines dont il n'a pas parlé, mais qui ont été plus ou moins suggérées dans diverses déclarations de Bannon, de Trump ou d'autres membres de son administration. Nous verrons donc l'issue de la partie, mais nous entrons dans une crise grave. Et puis, je pense que la capacité de Trump à l'emporter et à survivre politiquement dépendra en grande partie aussi de sa capacité à obtenir le soutien de la Russie et de la Chine. Et en ce moment, je pense qu'il a marqué des points sur le plan politique à cause de toute cette affaire avec Israël. J'ai écouté la déclaration de Benjamin Netanyahou où, afin d'encourager les États-Unis à venir à son aide, il a exprimé sa gratitude de manière très appuyée envers Trump pour son soutien. Eh bien, cela donne maintenant à Trump un certain crédit auprès des personnes pro-Israël, qui ne peuvent plus dire que Trump n'a pas soutenu Israël, puisque c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui affirme à quel point il a été soutenant. Cela va être très intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit le contexte plus large. Il s'agit d'un conflit entre deux systèmes de gouvernance. En ce sens, c'est potentiellement une rupture avec 500 ans de primauté occidentale, car le système qui a donné la primauté à l'Occident a été la caractéristique déterminante de la civilisation occidentale. Les États-Unis ont été créés en rejetant ce système, dans une tentative de libérer l'humanité de celui-ci. Dans toutes ces déclarations, Trump a eu tendance à vouloir ramener les États-Unis à leurs racines républicaines. Je pense que c'est bien plus important que la guerre en Ukraine, le soutien à Israël ou la guerre contre l'Iran. Donc je pense que l'issue est loin d'être claire. Et même le rôle de Trump dans tout cela est loin d'être clair. And I think that even Trump's role in this is far from clear. And just to finish, I want to mention another aspect of this. Et pour finir, je voudrais mentionner un autre aspect de tout cela. Trump est l'homme que l'on voit, mais ce n'est pas forcément lui qui tire les ficelles. Car plus on examine les événements aux États-Unis, dans les arcanes du pouvoir, et la manière dont la politique étrangère américaine est décidée et gérée, plus on se rend compte que l'opposition à l'Empire aux États-Unis est bien plus large que Trump seul. Même si Trump disparaissait de la scène, cette opposition ne s'évanouirait pas pour autant. Nous le découvrirons. Mais je pense que l'un des champs de bataille les plus importants aujourd'hui, c'est les États-Unis eux-mêmes. Et je ne serais pas surpris qu'une tromperie très élaborée, enveloppée dans une autre tromperie, elle-même recouverte d'une nouvelle couche de tromperie, soit en train de se jouer. Encore une fois, nous verrons comment cela se passe et ce qui se produira dans le monde réel. Tu sais, je pense que tu as raison. Beaucoup de ces rivalités internes aux États-Unis, entre les néolibéraux, les libertariens et, tu sais, certains des gars de la tech, semblent maintenant pencher un peu vers le nationalisme économique. Je veux dire, il y a beaucoup de factions différentes. Et je pense qu'une grande partie de tout cela influence des décisions, comme quoi faire avec Israël, l'Iran, et comment l'Empire doit être géré ou démantelé. Parce que j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit, que beaucoup de gens veulent que Trump revienne à l'époque plus républicaine. Et il convient de se rappeler qu'au 19e siècle, les Américains éprouvaient en réalité pas mal de ressentiment envers les empires européens. En effet, comme vous l'avez dit, tout l'objectif des États-Unis était de ne pas ressembler à l'Europe, mais d'offrir un autre type de monde. Un monde qui ne suivait pas la voie de l'impérialisme. C'est vraiment en 1888, avec la victoire lors de la guerre hispano-américaine et le pivot de l'Amérique vers le Pacifique,
que Mark Twain et de nombreux autres intellectuels américains ont déclaré que c'était un immense désastre. Nous suivons la voie des Européens et il faut faire demi-tour. Peut-être qu'ils le feront. Mais pour l'instant, la décision prise à l'égard de l'Iran indique le contraire. Quoi qu'il en soit, Alex, merci, et j'espère vous retrouver bientôt, car je suppose qu'il y aura encore beaucoup à dire très prochainement. I'm guessing, yeah, there will be much more to speak about very shortly. So, Oh, yes, thanks for again. sure. I think, the events are happening at Oui, breakneck absolument. speed. Je pense que vous savez, les événements se déroulent à une vitesse folle. Donc, nous allons apprendre. Ces guerres, comme on dit, sont de grands révélateurs. Ce qui s'est passé récemment a été une expérience d'apprentissage intense. Essayer d'expliquer les événements est très difficile. Et évidemment, pour beaucoup d'entre eux, nous ne faisons guère plus que des suppositions éclairées. Mais en même temps, il y a beaucoup à apprendre. Et je pense que nous découvrirons bien plus dans les jours et les semaines à venir. Je dois dire que je reste prudemment optimiste, car les enjeux sont bien plus importants, même que Trump. The stakes in the game are much bigger even than Trump. His political career is maybe a... Sa carrière politique n'est peut-être qu'une toute petite partie de cette équation globale. Et de toute façon, il lui reste encore environ 3 ans et demi à faire. Donc, je pense qu'il y a des forces puissantes aux États-Unis qui se rassemblent en opposition à l'Empire occidental. Ils ont des alliés en Russie, ils ont des alliés en Chine, ils ont des alliés ailleurs dans le monde. Et je pense que la prise de conscience de l'origine de tous ces problèmes augmente également. Donc vous savez, je pense que nous allons rester attentifs et tirer davantage de conclusions dans les prochains jours. Et bien sûr, ce serait un grand plaisir de vous rejoindre et d'échanger des impressions et des informations. To swap impressions and information. Can't believe it's only 2 weeks. Je n'arrive pas à croire que cela ne fait que 2 semaines que les bombardiers nucléaires russes ont été attaqués. Et maintenant, c'est un réacteur nucléaire en Iran qui est visé. Je veux dire, le monde avance vraiment, comme vous l'avez dit, à une vitesse folle. Alors merci encore. So, thanks again. Merci. Merci Glenn. Passez une bonne fin de dimanche. Et à la prochaine. Bye.